Alors rebonjour les loulous, on est parti cette fois-ci pour la deuxième partie du chapitre sur la résistance française. Je vous ai donné l'exercice à faire sur Robert Keller et la source K. Vous trouverez donc au cours de la vidéo le cours et puis un ou deux exemples concernant l'exercice que vous deviez faire. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez profité des vacances et du soleil. À bientôt. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, il ne s'éteindra pas. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vous venez d'entendre un des discours du général de Gaulle appelant à la résistance depuis Londres. Le premier qu'il prononce date du 18 juin 1940 et répond au nom de l'appel du 18 juin. Il est très peu entendu à ce moment-là, mais inaugure à la fois la France libre et la résistance extérieure, celle des forces françaises libres, qui compte 7000 membres en 1940 et 70 000 en 1942. Les FFL se chargeront des opérations militaires en Afrique aux côtés des Alliés, puis seront partie prenante de la libération de la France et du reste de l'Europe. Nous avons parlé de la résistance extérieure sous l'égide du général de Gaulle qui l'organise depuis Londres. Nous allons maintenant nous intéresser à la résistance intérieure sur le territoire français. Il faut savoir que même s'ils ont été peu nombreux au départ, les Français, les femmes, les hommes, voire les enfants se sont engagés activement contre l'occupation allemande et se sont organisés soit en réseau clandestin, par exemple le réseau Brutus, soit en mouvement, exemple le mouvement Combat, ou encore le mouvement Libération Sud, qui a donné le journal Libération aujourd'hui. Et comment on combat l'occupant? Eh bien, on sabote les lignes de chemin de fer et les cheminots étaient largement engagés dans les mouvements de résistance. On fait des attentats, on essaie finalement de couper les voies de communication. On a aussi mis en place des opérations de renseignement pour renseigner les mouvements des soldats allemands. On va diffuser la presse clandestine pour donner des informations et on va mettre en place des filières d'évasion, par exemple via les Pyrénées, pour ensuite espérer rejoindre Londres. Comme je l'ai dit plus tôt, les résistants sur le territoire français sont au départ peu nombreux, mais ils essayent d'être en contact avec les Alliés et surtout le général de Gaulle. Ce nombre de résistants va augmenter après 1941 et l'invasion par les Allemands du territoire soviétique par l'intégration des communistes, les fameux francs-tireurs partisans. Et puis à partir de 1943, les résistants vont voir arriver les jeunes qui fuient le STO, le service du travail obligatoire en Allemagne, et qui rejoignent les différents maquis, notamment celui du Vercors. Mais ces jeunes sont
souvent peu disciplinés, n'ont pas l'habitude des armes et du métier des armes, vont se révéler parfois très imprudents. Face aux défaites allemandes successives, à la pression de la résistance française et à la perspective d'un débarquement allié, les Allemands vont devenir plus nerveux et surtout plus actifs dans leur volonté de détruire les poches de résistance que constituaient les maquis, passant certains par le feu et les balles et faisant des dégâts considérables au sein des groupes de résistants qui manquaient nettement de matériel. Par exemple, les Allemands ont déployé 10 000 soldats pour venir à bout du maquis du Vercors, faisant plus de 630 tués du côté des combattants et plus de 200 du côté des civils français. Et par ailleurs, plus de 500 maisons ont été détruites lors de cet assaut. Le général de Gaulle a la volonté d'unifier les différents mouvements de résistance et à partir de 1942, il confie la mission à Jean Moulin, qui sera le créateur du Conseil national de la résistance en 1943. Jean Moulin doit coordonner les forces françaises libres et la résistance intérieure afin d'unifier les différents mouvements qui se battent sur le territoire français. En 1944, ces mouvements sont regroupés au sein des FFI, les Forces françaises de l'intérieur, commandées par le général Koenig. Ces résistants ont en effet une action déterminante, ils doivent préparer les débarquements et la libération du territoire français et pousser jusqu'en Allemagne, à Berlin, afin de libérer les derniers territoires aux mains des Allemands.